Eh ben, j'espère. très bien. Bah, du coup, Hervé, je vous laisse le soin de commencer, de nous présenter la SCAM. Donc, Très l'idée de bien. cette rencontre, c'était de comprendre ce qui se cachait derrière ces quatre lettres. Oui, Et oui, on parlera également par la suite du CPE. Et pareil, d'accord. on défera un Tout à petit peu fait. l'acronyme. Voilà. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si à un moment donné j'ai un jargon qui vous convient pas, ça peut arriver. Bon, d'abord, je suis très heureux de vous rencontrer. Donc moi, donc Hervé Rony, je suis le directeur général de la SCAM depuis 2010. Avant, voilà, je vais pas parler de moi, mais avant, j'ai une carrière un peu éclectique parce que au tout début de ma carrière, j'ai passé 2, 3 ans dans l'administration plutôt de l'audiovisuel. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le groupe de la CLT qui est propriétaire d'RTL. Et ensuite, j'ai dirigé pendant un certain temps le syndicat je le dis en souriant, hein, c'est pour ça que je dis ça, parce que je connaissais des méchantes grosses multinationales du disque. Donc pour vous dire que j'ai pas mal voyagé, mais c'est ce que je disais à Gaël. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être à la SCAM et de défendre les auteurs. J'ai toujours eu cette passion de la création et des auteurs. Donc, je suis pas là par hasard. Et en même temps, je disais, c'est toujours intéressant et je crois sans prétention, d'autant mieux comprendre les auteurs que je sais qu'on peut parler d'autres endroits et que parfois, voilà, c'est intéressant. Les confrontations de points de vue sont intéressantes. Mais je vois à quel point c'est pas toujours facile d'être éditeur et producteur, mais c'est en effet pas du tout facile d'être auteur et que je suis très attaché personnellement aussi à essayer de construire chaque fois que je peux, modestement, mais des passerelles et des ponts et des compromis entre les différents voilà, métiers de la création. Parce que je pense que rien ne m'énerve plus parfois que l'éditeur qui croit qu'il est le seul indispensable ou l'auteur qui pense que voilà, évidemment, sans œuvre, il n'y a rien. Enfin voilà, de se placer systématiquement au centre du monde en estimant que les autres, finalement, ne sont que des faire-valoir du métier qu'on fait soi-même. Alors qu'en fait, on est dans un grand paquebot et que tout est fragile. Et que tout est fragile. Et qu'on a la chance en France d'avoir un écosystème. Quand vous allez à l'étranger, vous en rendez compte dans ce pays où on se plaint tout le temps de tout et où on a l'impression que la France est en espèce de déshérence, voilà, et en déclin. Quand on voit la situation de la création, enfin des soutiens publics en France, on a le droit de râler, on a le droit de protester, mais par pitié, voyageons à l'étranger pour se rendre compte du pays dans lequel nous sommes de ce point de vue-là. Voilà, je fais pas inversement d'auto-célébration de la France et du ministère de la Culture. Il y a beaucoup à dire, ou des pouvoirs publics. Toute la journée, je passe mon temps à critiquer ce qu'ils font très souvent. Mais attention, faisons-le avec un tout petit peu de lucidité. Alors, moyennant quoi, pour être plus concret, je vais me permettre de vous dire d'où vient la SCAM et ce qu'elle fait en ce moment. Donc la SCAM, elle a été créée, pour ceux qui ne le sauraient pas, évidemment, en 1980, ce qui l'a fait être la petite sœur des grandes sociétés historiques de, hein, je ne vous fais pas Beaumarchais, la SACD ou la SACEM. C'est la troisième société d'auteurs française maintenant en chiffre d'affaires, si j'ose dire, puisqu'on a 110 millions de perceptions, 44 000 auteurs. En fait, en 80, ce qui s'est passé, ce qui vous explique aussi la présence de l'écrit à la SCAM, et ce répertoire éclectique, il n'est pas toujours facile d'identifier, c'est que la SCAM, bon, s'appelle Société civile des auteurs multimédia, c'est lié à ce qu'avait voulu faire un des écrivains fondateurs de la SCAM, qui s'appelait François Billedou. François Billedou était un des porte-parole des créateurs de la SCAM, aux côtés de Jean-Marie Drault, d'Henri de Turenne, de gens comme ça, qui avaient pris, entre guillemets, je vais le dire comme ça, qui avaient un peu pris le pouvoir au sein de la SGDL. Et c'est à partir du comité de la SGDL, au sein duquel ils avaient pris, entre guillemets, hein, je dis entre guillemets un peu le pouvoir, qu'ils ont créé en quelque sorte ce qui leur paraissait manquer à la SGDL, c'est une branche audiovisuelle pour les documentaristes et les réalisateurs de documentaires. Et de là, c'est créé la SCAM telle qu'on l'appelle aujourd'hui, qu'on la connaît aujourd'hui, qui regroupe à la fois donc des journalistes, des documentaristes qui sont les vrais pères fondateurs avec les écrivains de la SCAM, et puis aujourd'hui, donc beaucoup de gens de l'écrit, mais quand je dis des gens des auteurs de l'écrit, ce qui est intéressant, c'est que on a, parce qu'on est dans le réel, on est dans le répertoire du réel, vous avez énormément de gens de radio ou de documentaristes ou de journalistes qu'on représente qui écrivent. Hein, je prenais l'exemple tout à l'heure de Catherine Clément. Catherine Clément, elle est philosophe, elle a fait de la radio, évidemment, elle écrit. Mais je prends l'exemple d'Olivier Weber, qui est documentariste, écrivain, enfin, il y en a plein comme ça, François Ruff, enfin, il y en a plein. Des documentaristes écrivains, etc. Des universitaires qui font d'autres choses. Voilà, un Jean-Noël Jeannet est écrivain, mais il a fait de la radio, etc. On en a beaucoup. On a beaucoup, j'ai envie de dire, tout simplement d'intellectuels. Mais en même temps, pour compliquer un peu et pour pimenter la chose, vous pourriez vous dire, alors, l'ASCAM ne représente que les auteurs du réel, essayistes, universitaires, scientifiques, etc.
Pas du tout. On peut adhérer à la SCAM en étant écrivain, romancier. Annie Ernaux, Daniel Rondeau sont membres de la SCAM et d'autres le sont. Ou des gens comme Hélène Sixous. Voilà. Donc vous avez un nombre incalculable d'auteurs de l'écrit dans tous les répertoires. Voilà. Et si on a autant d'auteurs de l'écrit historiquement, et c'était avant la création de la SOFIA, j'y reviendrai dans quelques instants, c'est tout simplement parce qu'on vient de la SGDL. La SCAM est un enfant de la SGDL. Alors en 97, on s'est séparés. Il y a eu un divorce. Moi, j'étais pas là. Ça s'est pas bien passé. Et voilà, la SGDL et la SCAM se sont même fâchés. Laurent Duvillier, qui était le délégué général à la fois de la SCAM et de la SGDL, est parti, entre guillemets, avec la SCAM et a laissé la SGDL un peu toute seule. Et la SGDL a créé du coup la SOFIA au moment où le gouvernement voulait mettre en place le droit de prêt. Ce qui fait que la SOFIA existe depuis à peu près le tournant des années 2000, j'ai plus la date exacte, un peu après, et a reçu de la part du pouvoir public, de par la loi, un monopole de perception du droit de prêt. Voilà. Mais donc, effectivement, on ne perçoit, nous, pas le droit de prêt. Mais c'est pour dire qu'il y a une forme de cohabitation en matière de droit de prêt entre la SOFIA et la SCAM. Mais j'anticipe un peu. Donc, ça, c'est pour vous présenter et vous expliquer historiquement qui nous sommes. Donc, une société multimédia, ça veut dire qu'en fait, les auteurs multimédia, parce que là aussi, parfois, les gens croient qu'on fait de l'Internet et du jeu vidéo et le CD-ROM, qui d'ailleurs aujourd'hui n'existe plus. Non, en fait, auteurs multimédia dans l'esprit de François Billedou, c'était des auteurs qui avaient plusieurs cordes à leurs arcs. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire des gens qui seraient à la fois des gens de radio, des réalisateurs de documentaires, télé, etc., etc. C'était en cela que le mot multimédia existait à l'époque, et il faut le mettre aussi avec l'espoir, mais qui n'a pas du tout fonctionné, que effectivement, c'était l'époque où les CD-ROM se développaient, où il y avait les embryons de jeux vidéo à la française, et effectivement, à un moment donné, mais ça a complètement échoué, les fondateurs de la SCAM ont espéré à un moment donné que ces créations, notamment vidéo, seraient en gestion collective, or elles ne l'ont pas été. Et en fait, ce qui s'est développé, c'est la télévision, la radio, le journalisme, etc. Et donc ce mot multimédia est aujourd'hui un peu délicat. Alors je ne vous cache pas qu'on a essayé de changer de nom pour essayer d'être plus clair, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'a pas trouvé un autre nom qui soit lisible. Donc voilà, c'est comme ça pour l'instant. On s'appelle SCAM, ce qui en plus en anglais veut dire arnaque à l'argent. Donc ça nous donne aussi avec la langue anglaise un peu d'humour de temps en temps, puisque par ailleurs les sociétés de gestion collective ont pu de temps en temps passer pour des espèces de trucs opaques, bizarroïdes, on ne savait pas où allait l'argent, comment il sortait. Enfin bon, je dis ça avec un peu d'humour, mais enfin en plus le mot scam a cette connotation en anglais un peu particulière. Bon, alors parfois on peut en rire, parfois voilà, mais c'est pas très grave. Alors, pour être concret, nous gérons 3 types de droits qu'on appelle en gestion collective obligatoire. Ça veut dire que c'est la loi qui oblige à ce que ce soit en gestion collective obligatoire. C'est le code de la propriété intellectuelle qui le détermine. Donc il y a trois champs d'intervention. Il y a le prêt public. Donc le prêt public en bibliothèque, comme je vous l'ai dit, est perçu par la SOFIA. Il n'y a que la SOFIA en France qui a le droit de percevoir auprès des bibliothèques les sommes qui sont dues au titre du prêt. En revanche, il n'y a pas de monopole de répartition. Donc quand un auteur est à la SCAM, il peut percevoir via la SOFIA, avec qui on a un accord, qui nous rétrocède les droits de nos auteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? On revendique les auteurs que nous avons auprès de la SOFIA. Ça représente un volume d'ouvrage, ça représente un volume d'auteurs. On a des calculs entre nous et la SOFIA nous reverse la part qui nous revient. Donc c'est assez simple comme mécanisme. Et on prend 0% de retenue statutaire. Je le dis au passage parce que comme la SOFIA prend un peu sur la perception, nous, on ne prend pas de droit, on ne perçoit pas. Et je dis aussi une chose, quand on veut adhérer à la SCAM, c'est gratuit. Non mais ça n'a l'air de rien parce que les gens croient aussi qu'on cotise. On ne cotise pas à la SCAM, c'est gratuit. Vous adhérez à la SCAM, vous êtes membre de la SCAM, vous votez aux assemblées générales et c'est gratuit. Si vous avez des droits, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Mais au pire, vous n'avez pas de droits. Vous voyez, je veux dire, vous ne prenez pas de risque. Alors évidemment, quand vous arrivez à la SCAM, il faut déclarer des œuvres. Hein. Vous n'arrivez pas en disant, voilà, c'est pas sur votre bonne mine que vous adhérez parce que vous avez des œuvres. Donc ça, c'est le droit de prêt. Le deuxième droit
qui progresse en ce moment assez sensiblement, qui commence à nous rapporter plusieurs millions d'euros, je vous donnerai quelques chiffres après, c'est la copie privée numérique. Ça, c'est la copie de vos ouvrages via des plateformes, enfin des supports smartphones, tablettes notamment. Là, on va travailler en espérant qu'on puisse un jour avoir des perceptions sur les disques durs d'ordinateur. Ce n'est pas encore fait. Mais enfin, tout ce qui peut permettre de copier sur un support amovible est soumis à ce qu'on appelle la redevance pour copie privée. Quand vous allez dans un magasin et que vous achetez un support, dans le prix, même si on ne vous le dit pas, dans le prix, il y a le prix de la redevance. C'est fixé par une commission administrative, enfin, une commission où il y a des industriels qui fabriquent les produits, il y a les auteurs, les artistes et les consommateurs. Et cette commission prend des décisions, des barèmes. Là, je vais vous dire n'importe quoi, je suis toujours mauvais dans les chiffres, mais une tablette de 600 euros, ne retenez pas le chiffre parce que je suis toujours nul. On va dire il y a une redevance de 50 euros dessus, par exemple. Un smartphone, il va y avoir une redevance de 20. Oui, c'est relativement important. Il faut dire qu'en France, on a un système de copie privée qui agace les industriels, qui est très soumis à polémique, qui rapporte plus de 200 millions d'euros de droits par an. Mais c'est quand même très important. Très important. Le principe, c'est que comme on ne sait pas ce que vous copiez, comme on peut mettre un gendarme derrière chaque Français pour savoir ce qu'il copie, on a mis en place un mécanisme de mutualisation collective. Donc les œuvres ne sont pas documentées, on ne sait pas ce qui est copié, on présume que toutes les œuvres de tous les auteurs sont copiées, et donc on reverse des droits. Alors voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le troisième type de droit qu'on verse sont les droits de reprographie ou ce qu'on peut appeler de la photocopie. Ça, c'est perçu par le Centre français de la reprographie, qui s'appelle le CFC, dont l'ASCAM est membre, avec d'autres. Vous avez les éditeurs de presse et les éditeurs de livres. Nous sommes donc membres du CFC. Le CFC nous reverse des droits de reprographie. Ces droits de reprographie, c'est qu'il y a deux solutions. Soit on identifie les œuvres qui ont été reproduites, soit on les identifie pas. Et on a donc deux types de répartition. Soit on sait exactement ce qui a été photocopié, reproduit, parce qu'on a des déclarations. Hein, les industries, les gens, ils déclarent. Moi, je déclare, par exemple, à l'ASCAM, je déclare ma revue de presse, je déclare ce que je photocopie. Hein, mais parfois c'est documenté, parfois c'est pas documenté. Donc quand c'est documenté ou quand c'est pas documenté, selon les cas, on reverse des droits de reprographie. Donc vous avez le droit de prêt, le droit de reprographie ou de photocopie, si vous voulez, et le droit de copie privée numérique. Donc ça c'est important, c'est des droits pour lesquels donc on prend le droit de prêt, je disais, on prend 0% de retenue statutaire. Sur la copie privée, on prend 3%. Et sur la copie privée et le droit de reprographie, pardon, on prend 3%. C'est pas énorme. Évidemment, tout ça, éventuellement, il y a les précomptes des cotisations sociales. Enfin voilà, il y a effectivement les droits, les obligations, enfin oui, les contraintes à caractère social que vous avez tous et qui, en ce moment, s'accentuent puisqu'on est plutôt dans des mécanismes maintenant de précompte pour les auteurs, puisque on a vu que quand ce n'était pas précompté, beaucoup d'auteurs d'eux-mêmes ne cotisaient pas et ça donnait notamment en retraite des éléments catastrophiques. Alors tout le monde n'est pas d'accord, mais globalement, le précompte a l'avantage. Le précompte est dur parce que le précompte, c'est comme les salariés, mais nous on a l'habitude, les salariés, c'est-à-dire que voilà, vous avez du net, en fait, vous êtes payé en net. Le salarié a l'habitude du brut et du net. Chez les auteurs, c'est les professions indépendantes, c'est un peu plus compliqué, mais c'est l'idée qui se met en place progressivement, c'est-à-dire qu'au fond, il faut précompter le maximum de charges pour que l'auteur ait du net, alors que souvent, l'auteur doit cotiser volontairement lui-même et comme il n'a pas énormément de revenus, il hésite à cotiser. Et en termes notamment de retraite, ça peut donner une catastrophe. Alors maintenant que j'ai dit ça, et sachant que donc c'est valable, donc on est bien d'accord pour des auteurs de l'écrit pur, c'est valable pour des illustrateurs, on a plusieurs centaines, on a presque 700 ou 800 illustrateurs à la SCAM, dessinateurs de presse, etc. Donc quand je dis l'écrit, on est bien d'accord, c'est donc les écrivains, les illustrateurs, les journalistes, etc. Alors pour vous donner quelques chiffres sur ce que la SCAM représente en termes d'écrit, on a identifié cette année sur 44 000 auteurs, 12 500 auteurs qui ont touché des droits au titre de l'écrit. Donc vous voyez que c'est pas mal. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a 12 000 écrivains pur jus, vous voyez, mais il y a 12 600, c'est exactement 12 467 auteurs qui, l'année dernière, ont touché des droits au titre de l'écrit. Donc sur 44 000, ce n'est pas négligeable du tout. C'est quand même un titre important.
Et donc, quand on revendique 12 467 auteurs auprès de la SOFIA, auprès du CFC, etc. Donc ça, c'est important. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, et c'est là où, évidemment, j'en parlais tout à l'heure en introduction, avant que vous arriviez avec Gaël, les chiffres macroéconomiques donnent un mauvais reflet de la situation individuelle des auteurs. Là, on a, nous, dégagé l'année dernière 5,88 millions d'euros de droits dans l'écrit. Bon, c'est pas mal. Vous me direz, sur 110 millions, ça peut vous paraître peu. C'est pas mal. C'est en augmentation, notamment pour la copie privée. Alors, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais on est, vous voyez, la copie privée, par exemple, des articles de presse et la copie privée du livre, c'est 3,4 millions, c'est pas mal, ça monte beaucoup, et ça monte beaucoup. Voilà. Après, il y a le prêt public, c'est 230 000 euros, là, voilà. Donc, mais 6 millions, c'est en augmentation. Alors, ces 6 millions, évidemment, si vous les divisez par un nombre de beaucoup d'auteurs, individuellement, c'est faible. Vous avez des auteurs, il ne faut pas se raconter des histoires qui touchent 75 euros, 100 euros de reprographie ou 150 euros de droit de prêt. Moyennant quoi, en même temps, moi je le vois, notamment je vois pour des journalistes pigistes par exemple. On a pas mal de journalistes pigistes qui écrivent en presse et qui sont extrêmement sensibles au fait de recevoir ne serait-ce que 100 euros. Donc on voit bien que 100 ou 150 euros, ça peut paraître au regard de ce que la masse des droits représente à la SCAM une somme assez faible, mais c'est toujours ça. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est pour ça qu'on incite les auteurs à adhérer aux sociétés de gestion collective quand ils ne le font pas, même quand on leur dit mais on ne va pas vous promettre des mondes et des merveilles, mais c'est l'affirmation du droit d'auteur. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important que des auteurs touchent des droits, fussent-ils relativement marginaux, parce qu'encore une fois, malgré tout, adhérer à la SCAM, c'est pas trop compliqué, et encore une fois, ça ne coûte rien. Donc c'est pas du tout pour faire de la retape, mais dès lors que ça ne coûte rien, j'ai envie de dire, le pire qui puisse vous arriver, c'est de recevoir un petit chèque qui vous permettra d'aller éventuellement au resto. Bon, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Et c'est vrai que c'est l'affirmation du droit d'auteur. Ça, c'est vraiment essentiel de défendre le droit d'auteur. Alors maintenant, pourquoi la SCAM et pas la SOFIA, etc. Parce que, évidemment, le problème auquel on est confronté, je ne vous le cache pas, quelles que soient les bonnes relations que j'ai avec la SOFIA, c'est une société mixte, auteur-éditeur. Et la tentation, évidemment, du coup, des éditeurs, quand ils font signer un contrat d'édition à un auteur, dans les contrats d'édition, vous avez une clause de gestion collective. Forcément, puisque certaines rémunérations ne peuvent pas passer par l'éditeur, mais vont passer par la gestion collective, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, dans les contrats, il y a une clause qu'on appelle la clause de gestion collective. Et il y a 3 petits points, la société, et puis il n'y a rien de marqué. Alors, évidemment, il n'y a rien de marqué, puisqu'il y en a plusieurs. Et donc, en général, qu'est-ce que fait l'éditeur? Il met la société SOFIA, puisque c'est la sienne. Donc, il se dit, bah, je vais mettre SOFIA, je ne vais pas mettre SCAM. J'ai aucun intérêt à mettre SCAM, puisque la SOFIA, c'est ma société. Et la SOFIA, simplement, j'aime beaucoup la SOFIA, mais bon, ils vont défendre le droit de prêt, ils vont défendre la copie privée, ils vont défendre un certain nombre de choses, mais ce n'est pas une société d'auteurs. Donc, vous avez parfois des auteurs, je ne fais pas de retape là encore, et encore une fois, j'ai de très bonnes relations avec la SOFIA, et vraiment, il n'y a aucun souci. Mais, effectivement, il y a aussi parfois un acte un peu militant de venir à la SCAM, parce que si vous venez à la SCAM, quand vous êtes auteur, vous manifestez clairement que vous êtes dans une société d'auteurs. Et puis, le deuxième intérêt de venir à la SCAM, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, vous faites souvent plusieurs choses à la fois. C'est assez rare, on le voit. Enfin, à la SCAM, encore une fois, je vous l'ai dit, un quart des auteurs font plusieurs choses à la fois. Vous avez des auteurs qui font plusieurs choses à la fois. Donc, c'est pratique d'être dans une société où, si vous faites un peu de radio, un peu de podcast, vous écrivez des articles de journaux, vous écrivez un essai ou un bouquin, bah, c'est la même société qui s'occupe de vous. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une cohérence souvent chez nos auteurs à être à la SCAM. Ça, on en voit pas mal. Donc voilà aujourd'hui ce que la SCAM représente. Je voulais dire un mot de l'action culturelle aussi, parce que la copie privée qui génère donc au niveau général, enfin de l'ensemble des secteurs culturels, génère plus de 200 millions d'euros de droits, donc c'est beaucoup. Nous, on en reçoit une petite somme, on reçoit 2 à 3% de cette somme, parce qu'on est notre répertoire est relativement peu copié. Vous pensez bien que les gens, ils copient la musique, ils copient les séries télé, etc. Nous, on est moins copiés, on copie moins les documentaires, on copie quand même moins des bouquins, etc. Donc mais on a quand même de l'argent. On a 2 millions d'euros par an d'actions culturelles. On a plusieurs actions culturelles dans le domaine de l'écrit. On a notamment des bourses d'écriture. On a une bourse d'écriture pour 30 000 euros. Ça s'appelle Brouillon d'un rêve.
Et c'est une bourse qui va directement aux auteurs, qui peut être 2 000, 3 000, 4 000 euros, pour simplement donner à l'auteur la possibilité d'avoir un peu de temps et un peu de moyens pour rédiger un manuscrit. Et Brouillon d'un rêve, c'est un joli nom, c'est l'idée d'un manuscrit. Voilà ce que j'ai envie d'écrire. C'est pas écrit encore, voilà, il n'y a pas d'éditeur. C'est pas interdit qu'il y ait un éditeur, mais ce qu'on veut, c'est que l'auteur soit libre de faire ce qu'il a vraiment envie de faire. Si ça s'appelle Brouillon d'un rêve, c'est parce qu'on veut vraiment dire à l'auteur, c'est une aide en amont de tout. Voilà. S'il y a un éditeur, il peut y en avoir un en ligne de mire, mais en tout cas, c'est vraiment pour l'auteur. Donc ça, c'est une action culturelle que nous avons. On délivre des prix, c'est pas très original, mais quand même. On a le prix de l'œuvre pour Marguerite Yourcenar, enfin le prix Marguerite Yourcenar pour l'ensemble de l'œuvre. On a eu Pascal Quignat par exemple, une Hélène Sixous, Annie Ernaux. Cette année, ce sera Marie Ndiaye, qui sera remis au Marathon des mots. Le Marathon des mots, c'est un festival qu'on soutient. On a aussi le prix Kessel. Le prix Joseph Kessel est un prix qui est devenu assez prestigieux maintenant, qui est remis à Étonnant Voyageur et qui voilà, salue plutôt un ouvrage dans l'esprit de Kessel, autour, non pas forcément du voyage, mais de la découverte, enfin dans l'esprit de ce qu'est l'œuvre de Kessel. Bon, moi je suis pas dans le jury, donc voilà. Donc là cette année j'aurais dû vous dire qui c'était et j'ai un petit trou, c'est pas bien. Il sera remis très prochainement au Marathon des mots. Et le troisième prix qu'on remet, c'est le prix François Billedou, en hommage à François Billedou, qui a donc, comme vous l'avez compris, été très impliqué dans la SCAM, bon, qui est moins connu, qui est un prix qui a plus de mal à trouver sa place. D'ailleurs, il faut le reconnaître. Puis François Billedou est un nom qui a été beaucoup plus connu il y a 30 ans qu'il ne l'est aujourd'hui. Je ne sais plus très bien aujourd'hui qui lit François Billedou, mais voilà. Donc voilà, ça, ce sont des prix qu'on remet. On aide des festivals. Donc j'ai parlé d'Étonnants Voyageurs. Il y a le Marathon des mots, il y a le Livre à Metz, il y a le Banquet de la Grâce. Voilà, il y a un certain nombre de petits ou grands festivals que nous aidons et sur lequel nous sommes très présents. Il y a deux, alors à la SCAM, sur 23 administrateurs, il y en a 2 qui représentent l'écrit. En ce moment, c'est Benoît Peters et Colette Fellouz. Donc Benoît Peters va quitter ses fonctions bientôt. C'était un des piliers de la SCAM. Colette Fellouz va rester. On va avoir une élection très prochainement au conseil d'administration du mois de juin. Il y a une commission de l'écrit d'une quinzaine de personnes. Là, je parlais de Pascal Horry, il en est membre depuis, il en a été le président, il en est membre. Il y a Catherine Clément, il y a Isabelle Jarry, etc. Enfin, pour ceux que vous connaîtriez, il y en a d'autres, bien sûr. Et donc, cette commission travaille à la fois sur les questions qui pourraient, sur le plan professionnel, se poser, et là, ça va me permettre de faire la transition bientôt avec le Conseil parent des écrivains, tous les sujets d'actualité professionnelle et sur l'action culturelle. Sur les choix qu'on fait d'aller dans tel festival, d'organiser tel débat, etc. Et aussi, je vais y venir aussi, qui travaille en étroite relation avec certaines organisations du secteur. Et notamment, c'est la commission de l'écrit qui a mis au point ce baromètre, je ne sais pas si vous le voyez, éditeur, enfin, il doit y avoir un contre-jour, mais le baromètre SGDL SCAM, qui est fait à peu près tous les 2 ans, et qui porte sur les relations tels que les auteurs le voient avec leurs éditeurs. Alors, il est disponible. Alors, tout ce que je vous dis, www.scam.fr, et puis après, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Et sinon, je peux envoyer à Gaël en pièce jointe des éléments d'information que vous pourriez redispatcher. Ça, je le ferai avec vous volontiers. Donc, en gros, ce baromètre, depuis plusieurs années, a un gros impact auprès du syndicat national de l'édition. Le syndicat national de l'édition craint beaucoup la publication de ce baromètre, qui marche plutôt bien. On a, la GDL et nous, plus de 1000 retours, ce qui est très correct pour un retour, et avec quand même une bonne diversité des auteurs, des jeunes, des vieux, la BD, la jeunesse, l'université, enfin, c'est assez varié. Ce que ça dit, en gros, c'est 2 choses très nettes, c'est-à-dire, et ça reflète assez d'ailleurs le paradoxe du monde de l'édition, je trouve, par rapport à d'autres secteurs que j'ai connus, c'est qu'en amont, les auteurs, les éditeurs s'entendent plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire le manuscrit, la façon dont je le remets, la façon dont je signe un contrat, l'accompagnement que j'ai au moment où je remets le manuscrit. Où le sentiment dominant des auteurs est plutôt que ça, c'est plutôt agréable et sympathique. Alors je pense que c'est lié aussi au formidable bonheur qui est de s'entendre dire qu'on va publier son manuscrit.
C'est après que les choses se gâtent. Parce qu'en général, beaucoup d'auteurs sont très critiques sur la promotion. Je partage d'ailleurs ce point de vue, hein, je partage en grand ce point de vue. Je ne partage pas forcément tout ce que disent les auteurs, mais en termes de promotion et ce que j'appellerais le marketing, et les redditions des comptes, qui sont généralement très souvent catastrophiques, parce que vous avez deux réponses des éditeurs, qui à mon sens ne tiennent pas. C'est les grandes boîtes qui disent si vous croyez qu'on a que ça à faire, on est débordé. Ah oui, mais alors si vous appelez Hachette, on se demande quel recrutement vous faites dans vos équipes pour que les gens s'occupent de ça. Et moi qui viens du disque, je peux vous dire qu'on peut critiquer beaucoup le disque et les grandes maisons de disques, mais les rééditions des comptes aux artistes sont faites rubis sur l'ongle 2 fois par an. Et je peux vous dire, j'ai connu moi les responsables des royalties dans les maisons de disques. On peut critiquer beaucoup les maisons de disques pour plein de raisons, mais pas là-dessus. Et moi je suis ahuri que de grandes maisons d'édition se comportent encore aujourd'hui comme elles le font pour les rééditions de comptes. Avec un argument aussi qui n'en est pas un, qui consiste à dire « Ah, mais on n'a pas à rendre les comptes parce qu'il n'y a pas d'argent à verser ». C'est une ineptie. On doit tenir informé un auteur, même quand le livre et surtout si le livre n'est pas vendu, parce que ça l'éclaire sur son livre. Ce qui exaspère les auteurs, c'est de ne pas être au courant de ce qui se passe. Et vous avez des auteurs, par exemple, qui apprennent que le livre a finalement été édité dans tel ou tel pays ou tel voilà. Ils l'apprennent un an après. Donc la réédition des comptes est quelque chose qui se passe mal. La deuxième chose et ce qui ne se passe pas bien non plus, au-delà de l'absence de promotion ou de marketing, c'est évidemment le niveau des rémunérations. Hein, aujourd'hui, la rémunération moyenne, alors ça n'est pas si mauvais que ça, le taux moyen de rémunération est de 8,2%. Le taux médian, hein, c'est pas le même, un médian, vous le savez, c'est ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous, c'est pas la même chose que la moyenne, est de 8%. Donc il y a autant d'auteurs à plus de 8 que d'auteurs à moins de 8. Et donc ce n'est pas si mauvais que ça. Ceci étant, il y a un objectif poursuivi par les auteurs qui est d'obtenir 10%. Les plus en pointe là-dessus, parce qu'ils sont plusieurs souvent, c'est les auteurs de BD. Parce qu'ils se partagent à plusieurs une redevance. Au fond, les moins malheureux seraient plutôt les auteurs d'ouvrages unitaires, en littérature ou en essai. Bon, évidemment, les auteurs quand vous êtes co-auteur d'un ouvrage, ben on ne fait pas forcément 3 x 8, 3 x 10, 30%. Donc, les auteurs de BD, la charte jeunesse, etc., sont particulièrement en pointe. J'y reviendrai parce que c'est lié aussi à ce que fait la Ligue des auteurs professionnels. Mais voilà, je voulais terminer là-dessus parce que ça, c'est un élément important de notre action professionnelle, sachant, et j'y reviendrai parce qu'on va parler peut-être un peu de la Ligue des auteurs professionnels, que depuis 2016, et je le dis parce que c'est important, la SCAM, elle fait de la perception et de la répartition de droits. Mais depuis 2016, je le dis sans vouloir faire, on a été reconnu depuis 2016 comme étant des organismes susceptibles de pouvoir signer des accords professionnels. Donc ça légitime les accords qu'on a signés en 2014 avec le syndicat national de l'édition, et j'y reviendrai, le CPE. Mais on a qualité aussi pour défendre les auteurs au sein des organismes sociaux, par exemple, que ce soit à l'AFDAS, aux AGESA, etc. Donc ça, c'est important. On est donc aussi consulté sur des questions sociales, sur des questions de formation, etc. Et par exemple, nous, on verse un petit pourcentage de notre action culturelle aussi à la formation et au fonds AFDAS. Alors le fonds AFDAS, c'est intéressant parce que c'est un fonds auquel les écrivains ne souscrivaient pas. Les écrivains, alors il y avait une formule de Catherine Clément, mais qui résumait bien, qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir m'apprendre à écrire ?» Alors c'est un peu court, mais beaucoup d'auteurs, par rapport à la musique, par exemple, que je connais bien, ou même à l'audiovisuel, étaient très très peu conscients qu'il y avait des besoins de formation. Or aujourd'hui, c'est vrai que des besoins de formation en numérique, en apprentissage des réseaux, c'est très important. Enfin, c'est pas vous que je vais expliquer qu'on existe mal aujourd'hui si on n'est pas à l'aise avec le numérique. Alors, ce n'est pas forcément pour rédiger un manuscrit, mais c'est tout l'entourage. Donc voilà. Et ça, nous, on contribue aussi à travailler sur ces questions de formation. On a des administrateurs qui nous représentent à l'AFDAS. Donc tout ça, voilà, tout ça est un élément important de cohésion. C'est-à-dire qu'au-delà de la perception et de la répartition de nos droits, on défend les intérêts de nos membres. Alors, ça m'amène à parler du Conseil permanent des écrivains et du paysage, alors ô combien difficile. Donc, je vais marcher sur des œufs parce que c'est horriblement difficile. Le paysage aujourd'hui de représentation des auteurs est en pleine ébullition. Nous, historiquement, la SCAM, depuis
2010, à peu près quand je suis arrivé, mais c'est pas tout à fait. On est membre du Conseil permanent des écrivains. Le Conseil permanent des écrivains, originellement, historiquement, a été créé il y a très longtemps. Je ne saurais pas vous dire quand. Je ne sais même pas si moi-même j'étais né, donc c'est pour vous dire. Donc c'est ancien. Et ce Conseil permanent des écrivains regroupait à une certaine époque tout le monde. Donc quand je suis arrivé à la SCAM, il y avait la SACEM, parce qu'il y a un petit bout d'écrit à la SACEM, ne serait-ce que parce qu'il y a l'écriture de chansons, donc il y avait la SACEM, il y avait la SACD, surtout à travers les scénaristes, il y avait la charte jeunesse, et il y avait des gens qui aujourd'hui ont créé la Ligue des auteurs professionnels, mais autour notamment de la charte jeunesse ou de la bande dessinée. Alors, ce Conseil permanent des écrivains a eu un rôle extrêmement important en 2014. Il a négocié un premier accord avec le Syndicat national de l'édition sur ce qu'on appelle toujours le contrat d'édition numérique. C'est passé d'ailleurs dans le Code des usages qui a été repris dans le Code de la propriété intellectuelle. Et donc, on a mis au point ce que devait être un contrat d'édition numérique. Ça, c'est très important. Et donc, depuis 2016, c'est intégré au Code de la propriété intellectuelle et c'est à force de loi. Donc ça, c'est important parce qu'on a pu négocier avec le Syndicat national de l'édition, je crois, un accord important. On a négocié un accord très important, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ça c'est un point non négligeable, vous pouvez résilier, les auteurs peuvent résilier de plein droit leur contrat si l'œuvre n'est plus exploitée. De plein droit. Alors qu'avant, il fallait passer par un juge. Aucun auteur n'allait devant le juge. À la fois pour des raisons... c'est impressionnant devant un juge, vous payez 2000 € d'avocat, enfin voilà. Donc ça n'a pas, et vous mettez 1 an et demi ou 2 ans à obtenir une décision si vous arrivez à l'obtenir. Avec en face de vous des avocats, des éditeurs qui sont quand même des avocats très aguerris. Et donc, nous avons obtenu une résiliation de plein droit des contrats d'édition. Ça se fait un peu, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça responsabilise l'éditeur. Parce qu'un des problèmes que les auteurs ont rencontrés, c'est le manuscrit non exploité. J'ai été publié, on m'en a vendu 12, 15, 20, 50, 200 exemplaires, et puis terminato, j'en entends plus causer, l'éditeur le conserve, je ne peux plus rien faire, je suis bloqué, etc. Alors quand vous avez un éditeur, c'est toujours pareil, on parle des trains qui arrivent en retard, quand vous avez des éditeurs de bon sens, qui conservent une relation correcte, ils vous disent « je vous rends ton manuscrit », bien sûr, on peut toujours aller voir son éditeur, et l'éditeur, je veux dire, intelligent, dit bah, « t'as raison, je ne vais plus l'exploiter, c'est plus mon truc, j'ai changé, c'est plus mon angle éditorial ». Enfin voilà, il vaut mieux que tu ailles essayer de le faire exploiter par quelqu'un d'autre. Mais très souvent, c'est bloqué. Et je reviens sur cette réalité que les éditeurs ont du mal à comprendre. Ce n'est pas toujours que les éditeurs sont accusés par les auteurs de mal faire leur boulot. Ce qui exaspère les auteurs, c'est le silence de l'éditeur sur ce qu'ils ont fait. C'est de ne plus avoir de nouvelles. Et c'est drôle, comme je rencontre des éditeurs qui ne le comprennent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, parfois les éditeurs, d'avoir fait un travail formidable, la main sur le cœur, disant mais enfin quand même, je t'ai publié. Je t'ai publié. C'est pas de ma faute si ça fonctionne. J'aurais bien aimé que ça marche mieux. Ok. Alors 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après, oui, ben on va voir ça, oui, tu as raison, il faudrait que je m'en occupe, etc. On ne s'en occupe pas. Et ça, je crois que c'est très important. Donc la résiliation de plein droit, c'est quelque chose qui est effectif. Parce que moi, il y a quelque chose par exemple, qui est troublant dans l'édition littéraire pour moi, c'est qu'un auteur a 3, 4, 5 éditeurs différents. C'est à la fois un atout parce que quand ça l'arrange, il peut aller voir celui avec lequel il s'entend bien à un moment donné, sauf que ça ne crée pas de fidélité. Alors il y a des grands écrivains qui ont toujours été chez Grasset, chez Gallimard, évidemment. C'est peut-être moins vrai qu'avant, mais bien sûr, il y a toujours eu des Flammarion, il y a toujours eu des auteurs Flammarion, bien sûr. Mais il n'y a pas de fidélité. Alors le problème aussi, ça c'est moi qui le dis, c'est que ne créant pas de fidélité, à la différence du disque, moi je mets en parallèle un artiste et un auteur, dans le métier du disque, jusqu'à une époque récente, c'est en train de changer, un artiste, il faisait 3, 4, 5 albums dans le même. Alors, évidemment, il pouvait se sentir prisonnier de son producteur, mais en même temps, il pouvait créer une fidélité. Et moi, je vois des auteurs qui vont chez un éditeur et un autre, du coup, c'est un bouquin là, un bouquin là, un bouquin là. Et du coup, chez l'éditeur en question, ils ont du mal à exister. Alors ça, c'est juste moi, Hervé René, qui le dit, mais c'est une structuration
du métier de la structure qui, à mon sens, parfois, ne facilite pas la relation stable et continue avec un éditeur. Et puis, parce que le bouquin de 2015, comme je sors le bouquin de 2020, bah, tu pourrais ressortir le 2015 parce que je fais le 2020. Alors, quand vous êtes dans la même maison d'édition, voilà. Moi, mais ça, c'est un truc tout à fait personnel que je dis et qu'on peut ne pas partager. Mais c'est une des difficultés. En tout cas, pour en revenir à ce que nous faisons, nous, à la SCAM, c'est vrai que ces accords avec le SNE, à travers le CPE, sont quand même des éléments très forts de la défense des auteurs. Aujourd'hui, le CPE, on est dans une situation un peu plus compliquée. La Ligue des auteurs professionnels a été créée il y a maintenant 2 ou 3 ans, notamment par Benoît Peters, qui par ailleurs président de la commission de l'écrit de la SCAM, donc bon, et puis c'est Benoît Peters, donc voilà. Et la Ligue des auteurs professionnels s'est constituée, je pense, pour d'abord dans un esprit que je trouvais positif, c'est-à-dire de faire plus de barouf. C'est-à-dire le CPE est un organisme institutionnel de négociation. Mais le CPE n'est pas présent sur les réseaux sociaux ou très faiblement. Le Conseil des écrivains, c'est un petit peu pour moi l'instance de négociation officielle. Voilà, ça arrange le ministère de la Culture que le CPE existe parce que ça donne un interlocuteur institutionnel au SNE, qui lui-même, d'une certaine façon, est institutionnel. Mais la Ligue des auteurs professionnels, c'est une construction collectif. Mais ce collectif, alors là, c'est Hervé Véronique qui va vous le dire, membre du CPE, et vous pouvez avoir des gens qui auront une pensée diamétralement opposée à la mienne, hein, mais ça, c'est la démocratie. Donc, ce que je dis, c'est moi qui le dis et je l'assume. C'est que la Ligue des auteurs professionnels a dérivé dans une espèce de volonté de représentation monopolistique des auteurs. C'est-à-dire, il y a la vérité de la Ligue des auteurs professionnels, et sinon, il n'y a rien d'autre. Du coup, ça a créé avec le CPE une rupture très violente, parce que le CPE n'a pas partagé toutes les analyses de la Ligue des auteurs professionnels, et notamment telles qu'elles sont reprises dans le rapport Racine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rapport, c'est le rapport de Bruno Racine, ancien directeur général de la BNF, qui a fait un rapport qu'on peut accepter sur certains points, qu'on peut aussi contester, notamment vis-à-vis des sociétés de gestion collective. Mais la Ligue des auteurs professionnels, par exemple, a décidé qu'il fallait des élections représentatives. Moi, je ne sais pas ce que c'est dans le secteur des élections représentatives. Et que surtout, au-delà de l'écrit, puisqu'ils se sont associés à d'autres organisations, il faut un statut de l'auteur. Alors, quand vous dites un statut de l'auteur, vous dites, ben oui, c'est du bon sens. Il faut un statut de l'auteur. Sauf que, je suis bien placé pour le savoir, vous ne pouvez pas, c'est une chimère de penser que vous allez faire un statut de l'auteur, même en termes de retraite, même en termes de formation, même en termes de cotisation sociale, entre un scénariste de la SACD, un réalisateur de documentaires, un journaliste, un photographe, un illustrateur, un auteur de romans. Ce n'est pas la même chose, ils ne vivent pas de la même façon, ils ne touchent pas les mêmes rémunérations. Parce que d'un côté, déjà, vous avez les intermittents du spectacle. De l'autre, vous avez des gens qui ne sont pas intermittents du spectacle. Donc, dire d'une façon un peu monolithique qu'on va créer demain un statut quasi homogène de l'auteur, ça pose un problème. Et donc, le CPE, par exemple, ne partage pas cette idée d'un statut un petit peu unique. La deuxième chose, moi qui me trouble dans ce que dit la Ligue des auteurs professionnels, c'est ils disent il y a les auteurs professionnels et il y a les autres. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que si vous commencez à dire ça, si vous êtes prof de fac, normalien, ou pas normalien, ou autodidacte, ou artisan boulanger, que vous gagnez votre vie comme artisan boulanger ou professeur agrégé, et que par ailleurs, comme le facteur cheval, le dimanche, au lieu de peindre, vous écrivez, et qu'un jour ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes auteur professionnel ou pas? Donc, la vraie question, c'est que, c'est comme le contrat de commande, par exemple. La Ligue a exigé qu'il y ait un contrat de commande. C'est-à-dire qu'en amont du manuscrit, moi, personnellement, je ne sais pas comment on fait un contrat de commande pour quelqu'un qui, moi le premier, pourrait avoir envie, la nuit ou quand je ne travaille pas à la SCAM, d'écrire un roman. On ne va pas me commander un roman. Parce que le contrat de commande d'un roman, et en tout cas pour les gens peu connus, peut-être qu'on pouvait commander à Dormesson le prochain roman de Dormesson, j'en sais rien, ou qu'on peut dire à Yann Moix, ça c'est autre chose, je ne vais pas, ou Marc Lévy, bon je vais faire
parenthèse, de lui commander le prochain roman. Mais c'est rarissime, c'est rarissime. Donc, on va commander un livre. Le problème du contrat de commande, nous, c'est ce qu'on pense au CPE. Je ne dis pas qu'on a raison, hein. C'est le contrat de commande va orienter encore plus les choses vers le copyright. J'ai commandé une œuvre, c'est le work for hire à l'anglaise, à l'américaine. Work for hire, c'est le point de départ de tout ce qui se fait aux États-Unis. Work for hire, l'œuvre commandée. Et parce qu'elle est commandée par quelqu'un qui dit je te paye, je mets ça sur la table pour avoir le bouquin, j'ai tous les droits dessus. Alors, par exemple, dans l'audiovisuel, c'est quelque chose qui est impensable. On s'est battu depuis la nuit des temps contre ça. Donc, on a avec la Ligue des auteurs professionnels à la fois parfois des désaccords simplement, j'ai envie de dire, d'ambition, cette espèce de positionnement de la Ligue à vouloir d'une façon très monopolistique revendiquer la représentation des auteurs. Alors je pense, moi je ne suis pas trop dans le coup de ce conflit-là parce que je pense que c'est malheureusement une bataille entre la SGDL et la Ligue des auteurs professionnels. C'est ce que je pense. Je trouve ça malheureux. D'autant que la Ligue oublie une chose, c'est que la SGDL est d'utilité publique et que les pouvoirs publics sont fondés à demander à la SGDL d'intervenir dans certains sujets, parce qu'elle est d'utilité publique. Mais moi, je suis la SCAM, je veux dire, je ne suis pas là-dedans. Mais donc, notre action professionnelle au CPE, elle est forte. Elle consiste aujourd'hui, quel que soit ce que la Ligue fait ou pas, à revendiquer une partie des propositions du rapport Racine, notamment sur tout ce qui est l'aspect social et une meilleure retraite, plus de protection sociale, etc. Ça, on est tout à fait en phase. Mais fondamentalement, ce qu'on voudrait obtenir, c'est reprendre des discussions avec le syndicat national de l'édition, et en particulier sur le partage de la valeur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le professeur de droit Pierre Sirinelli, qui est un des acteurs majeurs autour du ministère de la Culture, de conseils juridiques aux auteurs d'une manière générale, pas que dans l'écrit, mais qui était intervenu dans les négociations dont j'ai parlé en 2014 avec le SNE, va réintervenir. Il a été nommé par Roselyne Bachelot pour être à nouveau une forme de médiateur pour traiter, pour l'essentiel, ce que je fais court, je résume, mais cette question du partage de la valeur et de cette revendication que pas un ouvrage ne doit être rémunéré à moins de 10% de son prix de vente. Voilà. Alors, je mets de côté les ouvrages qui peuvent être rémunérés sous forme forfaitaire, les guides de voyage, enfin, certains ouvrages scientifiques, des guides de voyage, universitaires. Enfin, voilà, on est d'accord qu'il peut y avoir évidemment, pour une partie des ouvrages de l'écrit, des rémunérations forfaitaires. On n'a jamais été contre. On ne prétend pas systématiquement qu'il faut éviter le forfait. Et alors, le forfait est prévu par le Code de la propriété intellectuelle. La rémunération potentielle n'est pas absolument systématiquement obligatoire. Et puis, il y a les avaloirs. Ça va ensemble. Il y a les avaloirs. Ça, évidemment, les avaloirs baissent. Depuis plusieurs années, je crois, enfin, de l'avis général, les avaloirs baissent. Alors, ce que je disais à Gaël, tout ça c'est vrai dans les professions culturelles, vous le savez très bien. Il y a le haut du panier, il y a le reste. Le haut du panier est très bien traité. Il ne faut pas se raconter des histoires. Je veux dire que vous vous appeliez, je vais vous faire sourire, mais Jean-Jacques Goldman, Yann Moix ou Jean d'Ormesson, hein, pour prendre des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais Jean d'Ormesson est mort, mais on fait continuer à toucher des droits dans la famille. Évidemment que tout le monde est bien traité. Ce qui est toujours inquiétant dans notre milieu, c'est pas les deux bouts. Les deux bouts, vous avez des auteurs en développement qui démarrent leur carrière. Alors, ils peuvent vous dire c'est très dur, c'est difficile, mais tout début de carrière peut être difficile. Qu'un très jeune auteur ait du mal, etc. Je mets ça de côté. Et je mets de côté l'autre bout de l'omelette qui sont, entre guillemets, la face émergée de l'iceberg où tout va bien. Plus ou moins, mais tout va bien. Et si un auteur, à un moment donné, vend 10 000 exemplaires de moins de son bouquin, on va pas pleurer. En revanche, et c'est ça qui est vrai dans le milieu culturel, moi je m'en rends compte, c'est la classe moyenne. C'est très compliqué. Et la classe moyenne, elle est souvent oubliée. On aide le début, les plus fragiles, mais comme on le fait souvent, les plus fragiles, et puis on ne s'occupe pas des plus forts parce qu'ils sont puissants, ils sont médiatiques, ils sont connus, et tout va très bien. Moi, à la SCAM, j'ai pas besoin de m'occuper, vous imaginez, en documentaire de Yann Arthus Bertrand. Je prends ça parce que voilà. Bon. Mais pour autant, la classe moyenne, c'est la plus difficile. C'est celle qui souvent se retrouve un peu nulle part, qui voudrait gagner, j'ai envie de dire, l'équivalent de 2 500 € par mois de son écriture et qui n'y arrive pas. Voilà.
du coup, ils multiplient les petits boulots, du coup, c'est compliqué. Alors, il y a une réforme récente qui est quand même intéressante, c'est les revenus accessoires, qui tient compte de ce que sont les revenus accessoires par rapport aux questions fiscales et sociales. Mais voilà, c'est ça qui est compliqué, on le voit, on le mesure, nous, à la SCAM, on voit bien qu'on verse des droits qui sont des relativement petits droits, qui ne permettent pas de vivre. C'est pour ça que le développement de la gestion collective me semble important. Elle a un mérite, la gestion collective, c'est qu'elle mutualise les droits. Elle est assez, entre guillemets, socialiste, si vous voulez, ou communiste, puisqu'elle mutualise quand même beaucoup les droits et elle garantit une forme d'égalité entre les auteurs. Voilà, mais on a des enjeux importants. C'est vrai qu'en ce moment, moi, je suis frappé par les tensions. Il y a beaucoup de tensions dans l'audiovisuel, mais il y a beaucoup de tensions dans l'écrit, beaucoup de tensions chez les auteurs jeunesse. Et il y a aussi une question que Vincent Montagne, d'ailleurs, a eu le courage de poser au SNE. Moi, j'ai pas mal d'estime pour le président du SNE, Vincent Montagne, parce que je trouve, en tant que président du SNE, il fait quand même plutôt le boulot, y compris dans le dialogue avec les représentants d'auteurs. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait quand même attention à la responsabilité collective qu'a le syndicat national de l'édition. Et il a évoqué aussi un sujet un peu tabou, mais qui est très compliqué à gérer. C'est la surproduction de livres. On l'a tous fait. Enfin, moi, je ne peux plus rentrer dans une librairie. Je ne sais plus quoi acheter quand je rentre dans une librairie. Je ne sais. Enfin, trop de choix tue le choix. Et ça, c'est un problème majeur. Et du coup, l'édition, moi, à un moment donné, la seule chose que je reconnais, c'est qu'il y a une contradiction entre publier autant d'ouvrages tous les ans et être capable de les suivre et de les promouvoir. Il y a un moment donné, si vous voulez correctement suivre des auteurs et faire autre chose que simplement de les mettre 8 jours dans une librairie pour être sûr que les gens ne vont pas le voir et que ça disparaisse, il y a une question. Il y a une vraie question. Et qui est très difficile à résoudre. Je dirais presque, c'est un peu vache ce que je veux dire, c'est tellement pas cher, je me comprends, de publier en soi un bouquin qu'on le publie. Donc on crée un appel d'air pour l'auteur, qui est heureux comme tout, et patatras, il ne se passe rien derrière. Et moi je l'ai vu, même dans ma famille, j'ai un frère qui publie. Bon, il ne publie pas des choses qui ont vocation à être vendues à 1 million d'exemplaires, mais il l'a vécu. Voilà. C'est-à-dire un éditeur ravi d'éditer, qui dit c'est formidable d'éditer ça, je l'ai dit, je m'y mets, et après, un coup de bol, si l'attaché de presse a le temps de contacter le Figaro, de repérer à France Culture on a du pot. Et je me mets à la place des médias qui, dans la même semaine, voilà. Et ça, c'est un sujet probablement insoluble, mais qui est quand même un vrai sujet du monde de l'édition. C'est un vrai sujet. Pour que les auteurs vivent derrière. Parce qu'en termes macroéconomiques, ça va plutôt bien. Le SNE ne vous explique pas que c'est moins 10 chaque année. La lecture se porte plus ou moins bien, mais l'un dans l'autre, il y a une baisse de la lecture chez les jeunes, mais ce n'est pas non plus dramatique. Je veux dire, c'est pas. Puis les jeunes visent différemment. Mais voilà. En tout cas, voilà. Je me tais, j'ai été très long, mais bon, c'était à moi de parler, mais quand même, j'ai été long. Mais en tout cas, on peut aussi débattre de tout ça. Et j'ai peut-être oublié des choses. N'hésitez pas à me poser des questions, évidemment. Alors, merci beaucoup, Hervé, pour cette riche et vaste panorama, en tout cas des actions de la SCAM et du CPE. Alors, je pense qu'effectivement, ça peut soulever quelques questions. Il y a du coup Didier Passamoni qui nous a rejoint entre-temps et Romane Cardin. Romane qui travaille avec nous sur notamment le prix hors concours. Et Didier Passamoni, que vous connaissez sûrement, qui dirige Actu ABD. Oui. Du coup, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a peut-être envie de réagir à ce qui vient de se dire? Je voudrais juste signaler que si vous allez sur le site de la SCAM en ce moment pour adhérer, le lien ne marche pas et le mail destiné à la personne de contact ne marche pas non plus. C'est peut-être votre navigateur, monsieur, qui ne marche pas, parce que c'est très bien de me le dire en direct, comme ça, c'est sûr que comme ça. Alors moi, voilà. Je peux vous dire qu'on adhère à la SCAM. Non, mais j'entends. Donc vous avez sûrement raison. Je suis sur Firefox, donc peut-être que c'est pas configuré pour Firefox. J'en sais rien, mais bon. Mais si c'est. On jette pas ça arrive vraiment à tout le monde, mais du coup. Oui, ça arrive à tout le monde, mais enfin bon.
Ok. En tant que journaliste, du coup, Didier, Je toi, vous tu es assure adhérent on déjà? peut adhérer à la SCAM, hein, ne vous inquiétez pas, je le redis quand même. Oui. Voilà. Attendez juste un instant. Allô? Du coup, parmi vous, il y en a qui sont déjà adhérents à la SCAM? Karine, je vois que tu veux prendre la parole. Allô? Non, moi Karine? je suis pas adhérente à la SCAM, mais j'avais une petite question. Vous m'entendez là quand je parle? Oui, je vous en prie, pardon. Vous avez commencé par dire que le chiffre d'affaires de la SCAM c'était 110 millions, et ensuite vous êtes revenu sur les droits en disant qu'il y avait à peu près 6 millions de droits de l'écrit. Et alors je me posais la question, la différence, c'est quoi? Surtout si vous n'avez pas de cotisation. Comment ça, c'est quoi? Non, mais pardon, mais je suis pas sûr de comprendre votre question. Excusez-moi. Vous dites? Et vous avez dit que le chiffre d'affaires de la SCAM annuel c'était 110 millions. Oui. Enfin, j'ai cru entendre ça. Et 6 millions pour l'écrit. Et Tout le donc, reste, tous les répertoires. Alors, on a à peu près 80 millions de droits qui viennent de l'audiovisuel. voilà, c'était ça l'information qui me manquait. Parce qu'en fait, on a 80% de nos droits qui viennent de l'audiovisuel. On a donc 6 millions de l'écrit. On a la radio qui doit être à 4-5 millions. On a des droits aussi d'œuvres multimédia dans une certaine proportion. Je pourrais vous redonner ça, mais globalement, effectivement, on a les trois quarts viennent de l'audiovisuel et de la radio. D'accord. Okay. Voilà. C'est pour ça que sur 44 000 auteurs, on a 12 000 auteurs qui déclarent des œuvres de l'écrit, mais on a à peu près 25 000 auteurs de l'audiovisuel. Okay. Un documentariste et journaliste. Et donc les auteurs peuvent être dans les différents répertoires. Enfin, moi, je représente beaucoup d'auteurs qui sont à la fois auteurs de podcasts, auteurs de livres, auteurs de documentaires audiovisuels. Donc, typiquement, la SCAM semble être la bonne société de représentation. Voilà, c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire, si vous faites de la fiction, en gros, si vous êtes de la fiction, vous êtes sûr d'aller à la SACD. On ne récupère pas les auteurs de fiction. Je parle en audiovisuel, hein, en écrit, c'est pas vrai. En audiovisuel, voilà. Et sinon, la musique, c'est la SACEM. Et puis après, je n'ai pas parlé de la DAGP, et qui est important, qui est la société des plasticiens, sculpteurs. Il y a des illustrateurs aussi, voilà. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on a, oui, ce que je disais, beaucoup d'auteurs qui font plusieurs choses à la fois, absolument. Et si les auteurs font à la fois de la fiction audiovisuelle, de la fiction documentaire, de l'écrit en fiction ou en non-fiction… La fiction documentaire, ça ne peut pas exister, hein. Non, du documentaire ou de la fiction. Ça, du documentaire audiovisuel, voilà ce que je voulais dire. Documentaire fiction. Non, mais excusez-moi, je voulais dire documentaire audiovisuel par opposition à un documentaire radio, par exemple. Alors peut-être que ce n'est pas les bonnes catégories que j'utilise, mais disons que moi, je représente aussi des auteurs qui font de la fiction audiovisuelle, mais aussi du documentaire, mais aussi du podcast, mais aussi du roman, mais aussi de la non-fiction publiée à l'écrit. Donc là, ils sont à cheval sur plusieurs, j'imagine. Ils peuvent être dans deux sociétés, absolument. À minima, la SACD pour les droits audiovisuels fiction, et après. Voilà. La SCAM. Et radio, c'est la même chose. Si vous faites de la fiction sonore, vous êtes à la SACD. Donc c'est pas énorme parce que la fiction sonore, c'est quand même un petit répertoire. Et le reste, j'ai envie de dire, c'est à la SCAM. Les entretiens, les tribunes, les chroniques, les documentaires, les reportages, etc. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire une chose importante, pardon. Dans les droits SCAM, dans certaines conditions, si vous êtes auteur de l'écrit, que vous participez à des entretiens, des grands entretiens, par exemple en radio, Kathleen Evin reçoit un écrivain. L'écrivain reçu par Kathleen Evin peut déclarer des droits avec Kathleen Evin. C'est-à-dire celui qui est une interview de 5 minutes, non. Mais un vrai entretien, un peu structuré, comme on en trouve sur France Culture ou France Inter, peut donner lieu à des déclarations d'auteurs. Ça, les auteurs de l'écrit ne le savent pas toujours. La même façon pour les lectures de leurs ouvrages à l'antenne. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des lectures d'ouvrages. Les lectures d'ouvrages donnent droit à des droits SCAM. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de la gestion collective obligatoire, mais il y a la gestion collective volontaire, hein. Et nous avons sur cette base évidemment des contrats avec les chaînes de télévision et de radio. Et quand on signe des accords avec France Télévisions ou Radio France, on inclut les lectures d'ouvrages. On leur déclare notre répertoire de l'écrit. Et donc si de l'autre côté les auteurs déclarent ce qui a été fait de leurs œuvres à l'antenne, des adaptations, des écritures, des lectures, etc., à ce moment-là, on peut les rémunérer.
Ça, il ne faut jamais l'oublier aussi. Ça, c'est un avantage de la SCAM là-dessus. Ça marche aussi pour le podcast ou c'est uniquement sur la radio et la télé? Non, ça peut marcher sur le podcast. On a signé des accords podcast y compris pour les entretiens. Qui font état, ouais, exactement. D'accord. Alors pour l'instant, le podcast, c'est la faiblesse des sommes encaissées qui va poser un problème, je ne vous le cache pas. On n'a pas encore fait de répartition sur les podcasts, mais c'est sûr qu'il va y avoir, je me doute qu'il va y avoir des déceptions parce qu'on a des structures de podcasts qui sont financièrement petites, même Binge en termes de chiffre d'affaires est petit. Alors Binge paraît un gros intervenant, indépendant puisqu'il est associé aux Échos, mais c'est un petit intervenant et là où il peut y avoir de l'argent, mais ils contestent les négociations qu'on mène avec eux, c'est Deezer ou Spotify, où là vous trouvez évidemment beaucoup de podcasts, du podcast qui sont des replays, mais aussi du podcast natif. Donc voilà, mais pour répondre à votre question, oui, s'il y a des écrivains dont les textes sont repris, lus, etc. en podcast, il pourra y avoir à terme des droits. Quand je dis à terme des droits, il y en a juridiquement. De là à ce que ça donne aujourd'hui de l'argent, c'est un autre sujet. Il faut que le marché se structure. Parce que le problème de la gestion collective, c'est qu'elle est efficace, vous l'aurez compris, s'il y a de l'argent. Enfin, il faut un minimum de… Si vous voulez, par exemple, on a toujours renoncé à aller chercher… je ne sais pas, sur Mediapart, un accord de gestion collective pour les 5 documentaires qu'il y a sur Mediapart, ça ne vaut pas le coup. Il faut qu'il y ait un volume. En fait, pour que la gestion collective ait du sens, il faut un volume. Voilà, il y a un volume minimum. Donc, quand on fait un accord en podcast avec Louis Média, pour l'instant, voilà, on ne va pas demander à Louis Média de nous donner 100 000 euros. Les pauvres, ils ne pourraient pas. Donc, et il faut faire attention, on va accompagner, il faut les accompagner. Et puis, on verra après, on verra plus tard. Par contre, France Culture, mais même France Culture, vous savez, on n'a pas d'argent pour les podcasts. Il n'y a pas assez d'argent. Soyons très clairs. Mais du coup, excusez-moi, ce point que vous soulevez, Hervé, c'est aussi dans le cadre d'auteurs qui ne sont pas rémunérés au moment de la lecture ou de l'entretien, mais où juste leur œuvre est exploitée. Donc ça veut dire que pour l'enregistrer, comment ils le font? C'est déclaratif, du coup? Oui, c'est déclaratif. C'est-à-dire que les auteurs… Quand le site LASCAM marche, donc une fois de temps en temps, monsieur, voilà, les jours où le site de LASCAM marche, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il va déclarer son œuvre. Ça, c'est très important. L'auteur, quand il a adhéré à LASCAM, on lui demande en même temps de l'adhésion de déclarer des œuvres. Le mieux, c'est qu'il soit exhaustif. Il déclare toutes les œuvres qu'il a faites. Parfois, ils ne le font pas. Alors, quand ils ne le font pas, ça nous pose un problème. Et donc, on l'ignore. Et donc, on a ce qu'on appelle à ce moment-là un compte d'attente. C'est-à-dire que soit il y a deux solutions. Soit on n'a pas l'auteur, il n'est pas venu se déclarer. Donc, on le garde dans un coin et on a 5 ans pour le chercher. Soit il existe dans la base, mais on n'a pas son œuvre. Alors, à ce moment-là, il existe dans notre base, on l'appelle, on le contacte et on lui dit… On voudrait être sûr, c'est bien votre œuvre qui a été diffusée, on vous prévient, voilà, dans telles conditions, est-ce que vous nous la déclarez bien? Alors l'auteur fait oui, je vais vous la déclarer, on l'aide et on la déclare. Alors c'est ce qu'on appelle des sommes en attente, et si au bout de 5 ans, ces sommes ne sont pas attribuées, parce qu'on n'a pas pu les attribuer, parce que l'auteur n'est pas là, parce que l'auteur ne bouge pas, etc., il tombe dans ce qu'on appelle les sommes irrépartissables. Ça, c'est prévu par la loi. Il faut simplement que pendant 5 ans, on ait manifesté, nous, qu'on a fait notre travail de rechercher l'auteur ou l'œuvre. Et au bout de 5 ans, ça tombe. Alors, on prévient l'auteur que ça va tomber au bout de 5 ans. Et au bout de 5 ans, cet argent, il nous permet, il vient réalimenter la gestion de la maison. En fait, on en fait ce qu'on veut. Au bout d'un moment, le Code de la propriété intellectuelle la loi considère qu'au bout de 5 ans, on a fait notre boulot, on a été chercher l'auteur ou les œuvres, que personne n'est venu, pour des raisons multiples et variées, et à ce moment-là, on récupère l'argent. Par contre, c'est vrai qu'un auteur ne peut pas venir 10 ans après. Alors, ça nous arrive. On a des auteurs qui débarquent et qui disent « Bon, alors, je n'ai fait tout ça depuis 20 ans. » Ah, on lui dit « Écoutez, monsieur, je suis désolé, on va prendre tout ce que vous avez fait depuis 5 ans. » Voilà. Donc, mais il y en a pas mal, hein, il ne faut pas croire. Hein, c'est intéressant. On a plusieurs millions d'euros de droits en attente parce que l'auteur est parti, parce qu'il ne se manifeste pas, parce qu'il n'a pas déclaré l'œuvre. Et vous savez, on a même fait un truc assez marrant. Enfin, je trouve ça marrant parce que on est allé chercher un cabinet même pas de généalogistes aussi, enfin des détectives privés, un cabinet de détectives privés. Et c'est incroyable, ils nous ont retrouvé des auteurs à qui on devait 30 000 euros. Je suppose que là, l'auteur n'était pas en difficulté financière. Et même 5 000, 8 000, 10 000 euros. Donc, du coup, là, on va re-signer un accord avec ce cabinet.
Et ils font des trucs je ne sais pas comment ils font, ils sont très forts, ces gens-là. C'est comme ça, c'est les mêmes qui vous retroussaient des héritiers, etc. Et donc, assez régulièrement, on le fait parce que quand même, bon, quand les auteurs ont 50 € de droits, ça nous coûte plus cher d'aller chercher l'argent, donc éventuellement, on ne le fait pas. Mais il y a quand même, pour 1 000 €, 1 500, 2 000 €, ça vaut le coup. Et donc, on fait ça aussi. Mais du coup, ça revient à la question que pose Yves sur le chat. Pourquoi les auteurs ne sont-ils pas d'emblée inscrits à la SCAM? Mais parce que c'est une démarche volontaire. C'est pas une affiliation obligatoire, il n'y a rien à faire, on peut pas. Je comprends votre remarque, mais on n'est pas affilié comme à la Sécu. C'est pas quand vous naissez. Vous voyez, il faudrait un processus très autoritaire. Même l'inscription sur la liste électorale n'est pas obligatoire. Donc, non, non, non. Par contre, ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est de faire des campagnes. Ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Hein. Ah bah t'écris un bouquin, pense à t'inscrire à la SCAM, ou par exemple il y a un secteur où c'est tellement identifié qu'à la SACEM par exemple c'est tellement évident que le premier petit jeune chanteur ou auteur de chansons il sait qu'il doit aller à la SACEM. À la SCAM c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'audiovisuel ça marche plutôt bien. Dans l'écrit c'est plus compliqué parce que aussi dans l'écrit vous êtes confronté à un secteur qui n'aime pas la gestion collective. Les éditeurs n'aiment pas la gestion collective. Alors, pardon de vous dire ça, vous êtes éditeur, monsieur, mais globalement, ce n'est pas dans la culture de l'éditeur. Donc, du coup, personne ne fait la promo. C'est pas vrai. C'est comme la presse écrite. Je le vois au Centre français, je le vois au CFC. C'est exactement pareil. Il y a deux secteurs qui sont très éloignés intellectuellement de la gestion collective. C'est la presse écrite et l'édition. Il y a bien sûr eu la SOFIA, il y a eu le prêt, parce que le droit de prêt, ça rapportait pas mal d'argent et ça agaçait beaucoup à une époque les éditeurs eux-mêmes. Donc le droit de prêt a focalisé une mobilisation très forte. Mais déjà, la reprographie, c'est moins fort. Et la copie privée, pas énormément. Mais moi, on me dirait, c'est pas un éditeur de livres, donc mon exemple n'est pas très bon. Mais bon, je connais un peu Pierre Louette, par exemple, le patron des Échos. Il est membre du CFC. Hein. La reprographie, marrant. Bon, or, on verse quand même pas mal d'argent hein, aux Échos. Les Échos, ils reçoivent pas mal d'argent. Et en plus, l'argent de la gestion collective, ça va en bas de bilan. Ça vient directement sur le bénéfice. Directement. Vous recevez directement une prime de fin d'année. Donc, pour un éditeur, c'est que du bonus. C'est pour ça que je ne comprends pas toujours. C'est que du bonus, la gestion collective. C'est que du bon. C'est comme le cochon. Tout est bon dans la gestion collective. Il n'y a rien à acheter. Non, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas de culture. Donc, du coup, les auteurs, les éditeurs en parlent peu entre eux. Donc, voilà. Donc, voilà. Maintenant, il y a la SOFIA. Encore une fois, je l'ai dit. Donc, quand même. Il y a la SOFIA. Donc, aujourd'hui, je veux dire, les éditeurs ont leur société de gestion collective. Voilà. Mais vous savez qu'il y a des éditeurs, je ne voudrais pas le dire parce que je ne veux pas être polémique, vous avez des éditeurs qui oublient la part auteur. Parce que, par exemple, le CFC, la reprographie, vous avez deux solutions. Soit l'auteur choisit que ce soit le CFC, soit l'éditeur dit je vais verser moi la part auteur. Je reçois du CFC la part auteur et je vais la reverser à mon auteur. Vous avez des auteurs qui ne reçoivent pas la part CFC. Il faut le dire. Ouais. Mais tout ça, je dis que c'est à la fois volontaire et une espèce d'inculture de ce monde. C'est vrai. Dans l'audiovisuel, l'audiovisuel est plongé dans la gestion collective depuis très longtemps. Donc, bien sûr que les producteurs audiovisuels, je ne suis pas sûr ils aimeraient bien peut-être qu'il n'y ait pas la SACD ou j'en sais rien, mais on est là, on est incontournable. Et donc du coup, c'est vrai que c'est plus facile aux auteurs audiovisuels de repérer immédiatement que dès qu'un documentaire est... Et puis bon, il y a les montants. Je veux dire, pour vous donner un ordre d'idée, un documentariste à la SCAM, quand ça marche bien, peut toucher par an 30 000 €. Et ça, dans l'écrit, ça n'existe pas. Aucun auteur de l'écrit ne touche 30 000 € de droits gérés collectivement. Enfin, peut-être 2 ou 3 romanciers très, très célèbres en ce moment, mais et encore, j'en suis pas sûr. Donc ça aussi, ça joue. Parce que c'est des revenus, c'est des petits revenus. Il n'y a que le droit de prêt qui peut ramener relativement pas mal d'argent à un écrivain. Francesca, tu voulais intervenir ? Oui, je voulais savoir, j'ai adhéré à l'ADAGP. AGP, ouais. ADAGP. Du coup,
est-ce qu'on peut adhérer à la SCAM en même temps ou il faut faire un choix? Mais pas pour les mêmes œuvres. Vous ne pouvez pas adhérer à la SCAM et à la DAGP pour les mêmes œuvres. C'est-à-dire, si vous avez adhéré à la DAGP comme illustratrice, ben, vous êtes à la DAGP, vous n'êtes pas à la SCAM. Par contre, Ok. si vous écrivez un bouquin, ben là, vous pourrez éventuellement adhérer à la SCAM. Mais si vous avez fait le choix de la DAGP, qu'est-ce que je vous dis? Ok. Et sinon, pour le prix Kessel, vous disiez qu'il salue le voyage et la découverte. C'est pour c'est de l'édition adulte, c'est pour les éditions Oui. jeunesse. Non, c'est pas édition jeunesse, c'est plutôt non. Ok, d'accord. Ok, merci. Par contre, on a ah oui, j'ai oublié de le dire. Oh là là, je suis nul. Ah bon. Je fais un prix du non, moi je suis très fier de ce prix, c'est pas moi qui l'ai créé. On a un prix, et c'est le seul en France, on a un prix du récit dessiné. C'est-à-dire l'auteur qui écrit et qui dessine lui-même. Okay. Ah, ça c'est joli. Le prix du récit dessiné. Ça, si vous pouvez faire de la publicité pour le prix du récit dessiné de la SCAM, je serais très content parce que ça le mérite. Il n'y a pas de prix du récit dessiné. Je crois qu'on est le seul. Ah bah, vous nous donnerez des informations et ça t'intéressera en plus directement, Francesca, je pense. Oui, je crois. Voilà. Merci. Bon, et puis vous adhérez, et puis vous quitterez la DAGP, vous revenez à la SCAM, après tout. On a le droit de quitter une société de gestion collective pour aller dans une autre. Non, mais ça c'est possible aussi. Hein. C'est pas de vitam aeternam. On a le droit de quitter une société pour aller dans une autre. D'ailleurs, la DAGP nous pique de temps en temps des auteurs. Et donc Didier dit, je veux bien en parler sur ActuABD. Donc effectivement, qui du coup est le bon média pour parler effectivement du prix du récit dessiné. Merci beaucoup. Je vous mettrai en relation avec l'action culturelle. Je vous dirai, il faut contacter Véronique Bourlon à la SCAM. Ouais. C'est une très bonne idée. Et, alors, j'ai une question, moi aussi. Sur ActuABD, qui est un site composé essentiellement de bénévoles, j'ai des auteurs qui parfois ont publié des centaines, voire des milliers d'articles. Est-ce que le fait qu'ils soient bénévoles peut leur permettre de prétendre à la SCAM ou pas? C'est la question à 1 000 €. Non, c'est cher, 1 000 €. Le fait d'être bénévole ou pas me semble indifférent à la question du droit d'auteur. Nous n'avons pas... C'est ma réponse. Donc, je peux leur recommander de s'inscrire à la SCAM. Ouais, c'est ma réponse spontanée. Il n'y a pas à être bénévole ou pas bénévole. Nous, on prend quelqu'un à la SCAM dès lors qu'il démontre qu'il a publié une œuvre. Voilà. Donc, voilà. Après, il fait ce qu'il veut. Voilà. Je pense que ça n'a aucune incidence. Non, d'aucuns pourraient vous dire après, ben oui, mais ça, c'est un autre. Je ne vais pas être polémique parce que vous allez vous dire. Bah oui, bénévole, c'est bien gentil, mais enfin bon, il faudrait peut-être être un peu rémunéré, vos bénévoles. Le site ne gagne pas d'argent. Non, mais je me doute bien que c'est la réponse que vous alliez me faire. Ouais. Voilà, mais tout notre argent va à Fontaine aux livres. Je vais vous prendre un exemple. Oui, mais je vais vous prendre un exemple. Par exemple, nous avons beaucoup d'auteurs de radio associatives qui ne sont pas du tout payés pour ce qu'ils font. Or, on verse des droits aux radios associatives. On verse pas mal de droits aux auteurs de radio associatives. On en a pas mal à la SCAM. Donc, voilà. Donc, je ferai une recommandation pour qu'ils s'inscrivent, en fait. Voilà, ça, c'est possible. Tout à fait. Mais du coup, c'est intéressant ce que vous dites aussi sur le fait que toute personne qui finalement contribue au débat, parce qu'elle participe à des entretiens, à des interviews, etc., peut finalement être considérée comme auteur, même si elle n'est pas contractualisée en tant qu'auteur. Ah oui, absolument. C'est ça? Absolument. La situation d'auteur, c'est simplement un moment donné où vous démontrez que vous avez participé à une création originale. Quand je prenais l'exemple de Kathleen Evin, parce que c'est ce qui me vient, ou à Voix Nue sur France Culture, qui sont deux émissions, enfin l'une c'est France Inter, l'autre c'est France Culture, mais qui sont très emblématiques de ce qu'est un peu un entretien entre guillemets qualitatif, un peu long, où celui qui est interviewé parle de lui, mais structure sa pensée, c'est ça. Parce que l'interview rapide, c'est-à-dire vous interviewez un écrivain ou à la sortie de son bouquin pendant 5 minutes, ou même la grande librairie, on ne le fait pas parce qu'il y a un côté promotionnel, voilà, on ne le fait pas. En revanche, oui, ces exemples-là sont très bons. Les vrais entretiens, entre guillemets, oui, on peut le faire et on accepte de le faire. Et ça, c'est quelque chose à laquelle la SCAM est très attachée. Voilà, et ça, c'est... Alors, certains le font,
Ça aussi, c'est très lié. Ça dépend aussi un petit peu de la manière dont France Culture, au moment où il met. Kathleen Evin, par exemple, qui a été membre de l'ASCAM, enfin qui est membre de l'ASCAM, qui a été à la commission sonore de l'ASCAM, connaît très bien l'ASCAM. Donc je sais que Kathleen Evin a tendance assez naturellement à le faire et à dire à la personne avec qui elle a l'entretien qu'il faut le faire. Mais c'est souvent les assistants de production, par exemple, qui doivent le faire à France Culture. Donc il y en a qui le font bien, il y en a qui le font pas bien. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un peu des trous dans la raquette, parce que c'est un petit peu au bonheur des assistants de production des émissions. En fait, voilà. Mais nous, on le redit régulièrement à France Culture et France Inter. C'est les deux chaînes où vraiment ça peut avoir du sens. D'accord. Et on a une société donc de correcteurs qui est là, avec Étienne Diemer qui est présent. Du coup, les correcteurs n'étant pas auteurs, sont-ils présents Non, aussi? parce qu'ils Sont-ils ne sont pas auteurs. représentés? Non, Et non, ni ce par sont le pas. CPE, ni par la SCAM? Non, mais par contre, en termes de droits à verser, on les reconnaît pas comme auteurs, enfin, malheureusement pour eux. En revanche, sur le plan de l'action professionnelle, c'est une vraie question que je me pose. Parce qu'on a accueilli récemment, on a eu des échanges avec les agents, enfin, je ne compare pas les deux professions évidemment, mais on a eu des échanges avec les agents littéraires par rapport à leur positionnement vis-à-vis du CPE. Ils ne sont pas rentrés au CPE, mais on a reconnu quand même que c'était évidemment important de discuter avec eux. C'est vrai que les correcteurs, c'est un élément important évidemment du processus de publication d'un ouvrage. Ça peut avoir du sens qu'on s'en reparle par rapport au CPE. Moi, je trouve que ça a du sens. Voilà. Sur le plan professionnel, ça a du sens. Ouais, Il faut comme un distinguer acteur. les deux, bien sûr. C'est pas parce qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on touche pas des droits en tant que tel d'auteur qu'on n'est pas participant à une filière et que ça peut avoir du sens. Oui, ça peut avoir du sens. C'est comme une œuvre collective un peu, quoi. Absolument, oui, oui. En tout cas, ça. Et puis vos questions professionnelles peuvent enfin voilà, vous pouvez avoir des questions professionnelles qui sont tout à fait en lien avec certaines problématiques. En tout cas, je veux pas m'engager pour le SCPE, mais en tout cas, je trouve que ça peut être intéressant que vous me contactiez et qu'on s'en reparle. Enfin, voilà, et qu'éventuellement comme ça, on puisse voir. Pourquoi pas? Oui, 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 Ouais. je suis d'accord. Je me permettrai du coup de vous mettre en Oui, relation parce que je pense oui, qu'effectivement, oui. c'est un sujet qui peut être Tout à abordé. fait. Et dans le partage de la valeur d'un livre, c'est Oui, vrai que oui. la Non, part mais du tout à fait, consommateur, tout à fait intéressant. elle est intéressante. Oui, oui, oui. Donc, Sophie Royer, tu nous as rejoint un petit peu sur le tard, donc je pense qu'on va prendre la conversation au vol parce que là, on est plutôt sur les 10 dernières minutes de notre rencontre. Mais voilà, Karine, est-ce que tu voulais intervenir à nouveau? D'accord. Didier? Non, j'ai l'essentiel des informations. Personnellement, je suis pas inscrit à la SCAM, mais par bêtise. Je suis désolé. Mon ami Pascal Horry me dit depuis des Bah années, oui, mais tu voilà. devrais t'inscrire. Donc, Je sais que vous connaissez pas. Ben voilà, voilà. Et alors donc, Pascal Horry, ça, c'est un pilier de la SCAM, ça, je dois dire. oui, non, mais Ouais. je reconnais ma bêtise. Dommage. Bah oui, mais vous êtes nombreux. Vous êtes assez nombreux et ça fait référence à ce que disait notre ami Yves. C'est vrai que il y a beaucoup dans l'écrit, beaucoup de gens qui passent un peu à côté. Et nous, ça nous embête parce que plus on a de monde, plus on est représentatif, plus du coup on porte fort la voix. Euh, et c'est là où je trouve que la Ligue, je reviens pas mais la Ligue des auteurs professionnels qui dit c'est pas aux associations collectives de représenter les auteurs, commet une profonde erreur. Ils ont leur rôle, la Ligue. Moi, je n'ai aucun problème. Je veux dire, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la Ligue se croit obligée de contester la position des associations collectives, parce que on fait pas le même boulot. Les associations collectives. Par exemple, vous voyez, quand on organise une étude, par exemple, sur la situation des écrivains, on a tout de suite des milliers d'auteurs qui peuvent nous répondre, que ce soit la SGDL, que ce soit nous, que ce soit Sophia. Donc, on a en matière d'expertise économique, par exemple, un vivier formidable d'auteurs. Quand on fait des verbatim, quand on veut savoir quelle est la situation des auteurs, on est très puissant en termes ne serait-ce que d'expertise. Donc, je trouve que plus il y a d'auteurs chez nous, il y a bien sûr les droits, mais plus il y a d'auteurs, plus vis-à-vis des pouvoirs publics, plus vis-à-vis du SNE, on est puissant parce que on fait ce qu'un organisme purement syndical ne fait pas. Parce qu'on est en France et il n'y aura pas honnêtement, il n'y aura pas demain 15 000, 20 000 membres d'un syndicat d'auteurs. Voilà. Alors qu'une gestion collective, parce qu'on se dit, bah, au passage, je touche un peu d'argent, c'est l'occasion de s'en servir pour. Voilà. Mais nous, par exemple, demain matin, c'est vrai que je ne suis pas un organisme syndical qui va gérer une convention collective de la branche du livre. Voilà, ça évidemment, voilà, ça c'est clair.
Mais on est complémentaires. Il faut travailler cette complémentarité. Ok, nous on voit bien à Fontaine Olive qu'on va pouvoir du coup aussi transmettre cette information à tous nos auteurs, illustrateurs, graphistes, Graphistes aussi, oui, on a graphistes des graphistes. aussi, Ouais, traducteurs, ouais, oui. journalistes, rédacteurs. Ouais. Et du coup, se pose aussi, enfin, c'est la question à laquelle vous avez déjà partiellement répondu, c'était aussi la question des droits voisins, c'est-à-dire en fait les rencontres qui peuvent être faites dans les lycées, dans Oui, voilà, toutes les personnes qui pourraient être amenées aussi les à revenus accessoires. intervenir, les revenus accessoires, voilà, tout à fait pour le bon terme. Et bon, bah ça, on manquera pas, nous, de faire passer l'information parce que je pense qu'il y a effectivement un problème de transmission de cette information, de complexité en fait de la chose qui fait qu'on a du mal à comprendre d'abord qu'on est Oui, alors concerné. je reconnais que le droit d'auteur a un vrai défaut, c'est Ouais. sa complexité. Et ça, on peut reprendre le sujet par tous les bouts. À un moment donné, c'est complexe, c'est sophistiqué. Et donc, du coup, ça crée, c'est-à-dire chez certains de nos adversaires, mais je parle même, parfois, il y en a sur le plan politique, qui aimeraient d'une certaine façon un peu éradiquer tout ça, simplifier. Ça a été, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent peut-être, mais il y a 20 ans, il y a eu un débat dantesque sur la licence globale en matière de musique et de cinéma. L'idée, c'était, puisque je peux avoir tout accès sur Internet, on va faire une espèce de licence globale. C'est-à-dire que les gens n'auront plus rien à payer. Et puis, on versera, enfin, aussi, ou plus exactement, les gens paieront par exemple 50 € par an et vous aurez droit à tout. On avait fait des calculs économiques. Si vous vouliez paupériser la filière, vous faisiez ça. Mais c'était aussi une façon de dire c'est tellement compliqué votre truc de signer un accord avec Netflix, avec Deezer, avec Canal+, avec les machins, avec les trucs, les éditeurs. On n'y comprend rien, les gens sont paumés, donc on va faire un truc super simple. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut qu'on lutte. Mais il y a un moment donné, comme je dis en rigolant, quand les gens vous disent mais qu'est-ce que c'est compliqué, l'autre fois, c'était pas n'importe qui, le directeur des achats de Canal+, c'était épique. Et le type qui connaissait pas la propriété artistique, on était entre à peu près les canettes de bière, vous voyez, et puis le matériel informatique. Enfin, on était fournisseurs. Et à un moment donné, il me dit, mais qu'est-ce que c'est compliqué le droit d'auteur? Et je dis, mais monsieur, et construire une centrale nucléaire, c'est simple. Il y a un moment donné, il faut lutter contre cette idée que parce que le droit d'auteur est compliqué, allez, on passe à autre chose. Non, c'est compliqué, c'est sophistiqué, ben, il faut s'y mettre. Voilà, il y a un moment donné, il faut s'y mettre. Et les auteurs eux-mêmes, quand ils choisissent, et c'est pas facile, mais un auteur, par définition, est quelqu'un qui a choisi de vivre de façon indépendante. Et ben moi, je vois à la SCAM, il y a deux catégories d'auteurs. Et il y a les auteurs qui s'y mettent. Ils s'y mettent. La Sécu, les AGSA, la retraite complémentaire, les droits d'auteur, les relations avec l'éditeur, les machins, les trucs, le compte, voilà, je m'y mets. Et il y a ceux qui font ah, je suis auteur, excusez-moi, moi, je crée. Mais celui qui dit ah non, excusez-moi, je crée, il est largué. Largué. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer que vous ne pouvez pas être un auteur qui crée tous. Voilà. Et puis, voilà. Mais en même temps, il faut qu'on fasse de la pédagogie. Il faut qu'on fasse. Voilà. Quand vous parlez de notre site, eh ben, là, on est en train de le revoir et à chaque fois, on se dit oui, aïe, aïe. C'est vrai que sûrement, c'est trop compliqué. Donc là, on est par exemple en train d'envisager de faire beaucoup plus, c'est à la mode, mais ça marche mieux, des tweetos, des choses des vidéos beaucoup plus simples. Je pense que c'est plus facile de faire une vidéo sur c'est quoi la SCAM que de commencer à demander à quelqu'un de lire les statuts de la SCAM. Enfin, personne ne va lire les statuts de la SCAM, personne ne sait ce que c'est qu'un apport en droit. Par exemple, quand un auteur arrive à la SCAM, il fait ce qu'on appelle un apport de ses droits. Il apporte ses droits à la SCAM pour que la SCAM puisse les gérer. Mais j'ai des auteurs, je sais pertinemment qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils ont fait. Et voilà, et ça, c'est compliqué. Et ça nous dessert parfois. Paradoxalement, ça nous dessert. Parce qu'on a des auteurs de la SCAM qui eux-mêmes, même à la SCAM, disent j'y comprends rien. Alors je suis content parce que vous m'avez envoyé de l'argent, mais. Et ça, c'est très sophistiqué. Ça, c'est comme ça. Mais il faut que les auteurs eux-mêmes, d'ailleurs, mais c'est bien ce que vous faites aujourd'hui. Mais vous voyez, par exemple, nous, par exemple, on va dans des écoles de journalisme. C'est quand même incroyable de voir qu'au bout de 4 ans d'études, quand même, bac plus 4, bac plus 5, ils n'ont pas eu un trimestre où on leur a enseigné l'environnement juridique de leur métier. Donc nous, on va dans les écoles de journalistes, là, on a commencé à le faire, on leur dit, vous êtes des auteurs. Les types vont regarder, ah bon, on est auteur? Ah oui, vous êtes auteur, vous êtes journaliste, c'est dans le code de la propriété intellectuelle. Donc si vous êtes auteur, faites attention.
vous avez des droits. Enfin, attention, vous pouvez adhérer à la SCAM. Et ils ont 25 ans. Et c'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas dire, moi j'ai connu les artistes de la musique, on peut dire, j'ai rien contre, mais on peut dire, ils n'ont pas fait les études, on rencontre plus d'autodidactes. Mais les journalistes, c'est quand même des gens qui ont fait des études, j'ai envie de dire, extrêmement classiques. Ils ont pu avoir fait Sciences Po, des trucs enfin, ils ont fait des études, je veux dire, classiques. Eh ben, ils sont complètement à la ramasse. Donc, on fait beaucoup de formations. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est important. Il faut le faire. On fait des webinaires. Alors ça, c'est l'avantage du Covid, c'est qu'on a découvert que quand on faisait un truc à la SCAM, on était 40. Avec des webinaires, on arrive à être 150, 200, 300 personnes. Mais c'est sans arrêt. Ça, c'est sans arrêt parce que c'est très compliqué. Malheureusement. Eh ben nous, on continuera de jouer notre rôle, hein, qui est de. Ouais, c'est très bien. On a besoin de vous. Non, mais c'est très bien des collectifs, des organisations comme les vôtres. C'est très utile pour nous. Ouais. Voilà, ce qu'on a commencé à faire là, je pense que chacun, Didier, Ouais. c'est effectivement une bonne idée que tu puisses transmettre l'information. Je vous mettrai aussi en lien avec Étienne Diemer pour la CLF, de façon à ce que aussi on puisse, très bien. Oui. les correcteurs puissent bien sûr. continuer. S'il y a une dernière question, je la prends. Peut-être Anna, c'est bon? Didier, tu parles, mais je t'entends pas. Non. Non, oui, je voulais juste dire qu'effectivement, on a quelques milliers d'auteurs qui nous lisent sur ActuABD. Et justement, dans l'affaire Johann Sfar et la Société des gens de lettres, m'a valu d'être en franc avec Johann Sfar parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Eh oui. Il est allé un peu loin, puis tout le monde après, c'est dommage. Mais Johann Sfar, moi, écoutez, vous savez que j'ai essayé d'entrer en contact avec lui, parce que comme il me suivait sur Twitter, je lui ai dit, écoutez, parlons-nous, c'était juste avant l'affaire Gisèle, mais il était en forme, il nous attaquait tous les jours sur Twitter, et je lui donne mon numéro de téléphone, je lui dis, écoutez, plutôt que de s'envoyer des vacheries sur Twitter, ça n'a pas de sens, parlons-nous. Il me dit, je n'ai rien à dire à des gens comme vous. Vous vous rendez compte, Johann Sfar. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que j'allais arrêter de trouver que c'était par ailleurs un grand auteur. Je n'ai pas parlé à des gens comme vous, mais j'avais l'impression que j'avais cassé la gueule à quelqu'un, que j'étais un mafieux. Enfin, voilà. Et c'est là où vous vous dites de temps en temps, il y a des gens qui ont du talent, qui gardent leur talent, puis qui s'arrêtent là. Hein. Voilà. Ça fait une bonne conclusion. Vous m'avez. Et c'est dommage. Non, mais je le regrette profondément. Non, mais il a reculé. Depuis, il a reculé quand même. Mais enfin, franchement, honnêtement. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a d'autres choses à faire. Mais en tout cas, les colonnes d'ActuABD vous sont ouvertes. Merci beaucoup en tout cas. Super, merci beaucoup à vous tous. Hervé, je vais vous garder juste une petite seconde parce qu'il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde tous les deux. Et en tout cas, merci Sophie, Francesca, Romane, Karine, Anna, Didier, Étienne, Yves. Et à très bientôt, surtout pour ceux qui sont au premier étage du même endroit. Et merci à toi, Gaël. De rien, avec plaisir. Et donc, merci à vous. J'étais très content de cet échange. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, on se reverra. Merci, au revoir. Au revoir.